On parle toujours des mêmes superpuissances, les États-Unis, la Chine, parfois l'Europe. Mais pendant que tout le monde regarde ailleurs, l'Inde avance. Et dans un discours passé presque inaperçu, Modi dévoile une stratégie qui pourrait changer le monde. Et honnêtement, personne n'est prêt. Ce n'est pas une interview improvisée, c'est un message envoyé aux dirigeants du G20. Et si on écoute attentivement, on comprend que l'Inde ne veut plus suivre le monde, elle veut aider à le diriger. Attends, écoute bien ce passage. पढ़ने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान Rien de choquant jusque-là. Mais attention, quand un chef d'État commence par les catastrophes, il parle de vulnérabilité mondiale, et qui dit vulnérabilité, dit influence, ça c'est stratégique. L'Inde ne demande pas un rôle, elle s'en crée un. Celui du pays capable d'organiser la coopération mondiale. Le pouvoir, c'est quand les autres ont besoin de toi. L'espace, pendant longtemps, seuls 3 pays dominaient ce territoire invisible. Les États-Unis, la Russie et plus récemment, la Chine. Mais aujourd'hui, un nouvel acteur veut changer les règles du jeu, l'Inde. Et dans son discours, Narendra Modi ne le dit pas avec agressivité. Il le glisse subtilement, calmement, presque comme une évidence. Écoutez bien, l'Inde estime que la technologie spatiale doit bénéficier à toute l'humanité. Traduction géopolitique, l'Inde ne veut plus être simple spectatrice. Elle veut devenir le hub mondial de la donnée spatiale. Et ce n'est pas une déclaration poétique, c'est un plan stratégique. Depuis 10 ans, l'Inde multiplie les lancements, casse les coûts, fabrique des satellites low cost et envoie même des missions lunaires pour quelques millions de dollars, là où la NASA dépense des centaines de millions. Modi ne parle pas ici d'exploration spatiale, il parle d'un pouvoir bien plus précieux, le contrôle de l'information. Parce que dans le monde moderne, celui qui possède les données satellites possède la météo, les routes maritimes, l'agriculture, la sécurité énergétique, les ressources minières, les frontières, les flux migratoires et même les catastrophes naturelles avant qu'elles n'arrivent. Et c'est exactement là qu'il place son pion. Il propose au G20 la création d'un partenariat de données satellitaires ouvertes. Sur le papier, ça semble généreux. En réalité, c'est un coup géopolitique brillant. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, l'Inde ne devient pas fournisseur. Elle devient indispensable. Imagine, un pays africain veut anticiper une sécheresse, il passe par l'Inde. Un pays latino veut surveiller sa déforestation illégale, il passe par l'Inde. Une île du Pacifique veut suivre la montée des eaux, encore l'Inde. Et tout ça en utilisant les infrastructures spatiales que New Delhi construit déjà. Ce n'est plus seulement un programme spatial, c'est de la diplomatie par satellite. Et Modi le dit clairement, ces données doivent être accessibles, interopérables et utiles au Sud global. Le Sud global, ce mot n'est pas anodin. C'est un message direct aux pays qui n'ont jamais vraiment bénéficié de la mondialisation. Ceux qui, pendant 70 ans, dépendaient soit de Washington, soit de Pékin. L'Inde leur dit, il existe un troisième chemin. Et ce troisième chemin peut rapporter énormément, parce que l'économie des données spatiales pèse déjà plus de 500 milliards de dollars et devrait dépasser les 1000 milliards avant 2040. Et devine qui possède l'un des lancements orbitaux les moins chers au monde, l'Inde. Ce que Modi fait ici, c'est ce que les États-Unis ont fait avec Internet dans les années 90. Il pose les infrastructures, crée la dépendance, devient incontournable. Mais il le fait sans menace militaire, sans pression financière, sans base navale, juste avec de la technologie et du soft power. Et ce détail change absolument tout. Parce que, contrairement aux États-Unis, l'Inde n'est pas perçue comme un empire. Contrairement à la Chine, elle n'est pas accusée de pillage stratégique. Et contrairement à l'Europe, elle ne moralise pas. Elle propose, elle aide et surtout, elle écoute. Et c'est la raison pour laquelle son discours ne parle jamais de rivalité, seulement de coopération. Mais attention, la coopération, en géopolitique, crée toujours une hiérarchie. Et si demain le Brésil, le Kenya, l'Indonésie, le Bangladesh, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite ou le Mexique dépendent des données spatiales indiennes, l'Inde deviendra la colonne vertébrale de la croissance mondiale. Ce que Modi demande au G20, ce n'est pas une faveur, c'est une validation. Parce que le jour où ce partenariat est signé, les grandes puissances ne pourront plus ignorer New Delhi. Elles devront négocier avec elle. Et tu remarqueras un autre détail fascinant. Modi
ne parle jamais de SpaceX, ni d'Elon Musk, ni de Starlink. Il ne prononce pas non plus le mot Chine. Il n'attaque personne, il construit. C'est de la stratégie indienne pure. Ne jamais frapper en premier, mais se retrouver gagnant à la fin. Depuis des siècles, les guerres se déclenchaient pour le pétrole, l'or ou le territoire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça qui décide de l'avenir du monde. La ressource la plus stratégique de la planète, ce sont les minéraux critiques. Lithium, cobalt, nickel, cuivre, terres rares. Des noms qui paraissaient insignifiants il y a encore 15 ans. Mais sans eux, rien n'existe. Pas de batterie, pas de smartphone, pas de panneaux solaires, pas d'éoliennes, pas de véhicules électriques, pas même de défense militaire moderne. Et c'est précisément là que Narendra Modi frappe fort dans son discours. Il affirme quelque chose que très peu de dirigeants osent dire publiquement. Ces minéraux ne sont pas la propriété d'un seul pays. Ils sont, je cite, un patrimoine commun de l'humanité. À première vue, c'est humaniste. En réalité, c'est une bombe géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement mondiale des minéraux critiques est dominée par deux grandes puissances. La Chine, qui contrôle l'essentiel du raffinage, et les États-Unis, qui contrôlent une grande partie du capital, des technologies et du marché final. Mais l'Inde, elle, n'accepte plus cette dépendance. Elle veut une place à la table, pas en tant qu'invitée, mais en tant qu'architecte. Et pour ça, Modi propose quelque chose d'inédit au G20, l'initiative de circularité des minéraux critiques. Dit comme ça paraît technique, mais c'est en réalité une révolution silencieuse. Cette initiative propose un changement de modèle économique. Au lieu d'extraire, utiliser, jeter, on récupère, on recycle, on réutilise. On transforme nos villes, nos décharges, nos vieilles batteries, nos anciens smartphones en mines urbaines. Et là, tout bascule. Parce que si le monde adopte cette logique, les pays riches en géologie ne seront plus forcément riches politiquement. Les pays riches en déchets deviendront stratégiques. Les géants miniers ne dicteront plus les règles, ceux qui maîtrisent le recyclage, oui. Et devine qui est en train d'investir massivement dans les technologies de recyclage des batteries? L'Inde. Modi le dit devant les dirigeants du G20. Mais beaucoup ne l'entendent pas. Investir dans l'économie circulaire réduira la dépendance à l'extraction primaire. Ce qu'il signifie réellement, c'est « nous allons réduire la dépendance à la Chine ». Parce qu'aujourd'hui, plus de 70% du raffinage mondial des minéraux critiques est contrôlé par Pékin. Ce qui veut dire que même si l'Australie, la Bolivie, le Chili ou le Congo possèdent les ressources, elles doivent quand même passer par la Chine pour les transformer. Et dans un monde où tout devient électrique, numérique, automatisé, c'est un pouvoir colossal. Mais l'Inde a compris quelque chose, il n'est pas nécessaire d'avoir les mines pour devenir indispensable. Il suffit d'avoir la technologie de transformation, les laboratoires, les brevets et surtout les alliés. Et le Sud global, lui, écoute attentivement, parce que ce sont justement ces pays, l'Indonésie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Pérou, qui possèdent ces ressources convoitées. Mais pendant des décennies, ils ont vu les profits quitter leur territoire. Ils veulent maintenant une alternative. Et l'Inde arrive avec une proposition simple mais puissante, coopérons, partageons la technologie, créons des usines locales, formons des ingénieurs et reprenons le contrôle. Ce n'est pas de la charité, c'est du soft power économique. Et c'est pour ça que Modi insiste sur 3 objectifs. Le financement, la technologie et les compétences. Le message est clair, nous ne voulons pas seulement acheter des minéraux, nous voulons créer des partenaires. Ce modèle, c'est exactement l'inverse de celui utilisé par les grandes puissances depuis 200 ans, où l'on extrait chez les pauvres et on transforme chez les riches. Mais attention, derrière ce discours inclusif, il y a un enjeu beaucoup plus grand. Parce que celui qui contrôle les minéraux critiques contrôle la transition énergétique, et donc le futur économique de la planète. Si tu veux construire des voitures électriques, tu dois avoir du lithium. Si tu veux une armée moderne, tu dois avoir des terres rares. Si tu veux un réseau électrique intelligent, tu dois avoir du cuivre. Si tu pensais que l'histoire des minéraux critiques était inquiétante, attends de voir ce qui arrive ensuite. Parce qu'une autre puissance s'est déjà positionnée en secret, et personne, absolument personne, n'en parle. Et pourtant, tout le monde va en dépendre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.